C'est le sujet de notre émission cet après-midi avec l'équipe qui est pilotée. Je vais remettre entre les mains de Gaël pour pouvoir animer avec le trio qui sont en ce moment avec nous en direct de la vallée du Tir. Gaël, bonjour. Brigitte, bonjour. Bonjour André. Et puis Cathy, bonjour. Voilà, Gaël, à vous la parole. Merci André pour ce passage de parole. Bonjour Gido, bonjour toute la Nouvelle-Calédonie. Merci aux ondes de nous permettre de venir nous exprimer ici en toute sérénité. C'est agréable de pouvoir venir s'exprimer de sujets qui posent un petit peu des fois des difficultés à être exposés, mais de le faire avec beaucoup de bienveillance, de non-violence et de capacité d'ouverture des débats montre une belle capacité intelligente qu'on a dans notre pays et qui se profile. Donc je rappelle simplement qui est Réinfo Covid en 2 lignes. On est un collectif de citoyens qui est composé de médecins, de professionnels de santé et de différentes corps de métier. On a décidé de se réunir ensemble sous l'impulsion aussi d'un collectif qui existe en France, donc qui s'appelle Réinfo Covid. Donc on a décidé de se mettre ensemble suite justement à ce confinement, à ce qui se passe au niveau sanitaire autour de la planète, puisqu'on un petit peu chacun dans son coin, on se questionnait, on se permettait d'avoir des doutes ou en tout cas des peurs par rapport à ce qui se passe dans les décisions de politique sanitaire de pas mal de pays du monde et donc aujourd'hui de Nouvelle-Calédonie. Donc il y a quelques mois, on s'est formé entre nous, on s'est activé et on a commencé à décider de poser notre parole un petit peu à ceux qui décidaient d'oser ouvrir le débat et de réouvrir de l'information. Donc j'invite les auditeurs à retourner dans les podcasts qui ont été faits des interventions de Réinfo Covid déjà sur Gido tout au cours du mois de mars et du mois d'avril pour un petit peu plus situer dans le détail qui on est et pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on dit. Et aujourd'hui, on a 2-3 sujets vraiment qu'on avait envie de transmettre dans l'actualité des Calédoniens, qui est le sujet, on en a 2-3, donc je commence par le premier. Notre premier se trouve auprès du souhait, du projet d'établissement du pass sanitaire ici en Nouvelle-Calédonie. Donc pour situer un petit peu, mardi de cette semaine, le gouvernement a fait une proposition de texte de loi au Congrès pour qu'il l'étudie, pour établir cette réalité ici en Nouvelle-Calédonie. Pour donner un petit peu plus de détails sur ce pass sanitaire, je vais passer la parole à Brigitte qui va vous faire un petit point et on passera en détail pourquoi on remet en question cet établissement de pass sanitaire. Alors le pass sanitaire, c'est quelque chose, c'est un chiffon rouge qui est agité depuis déjà pas mal de temps au niveau national, au niveau européen, et qui a débarqué chez nous il y a un petit peu juste après le confinement, ou du moins au moment du confinement. Donc de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit, alors dans un premier temps, on nous dit qu'il s'agit uniquement d'un problème de voyage. C'est-à-dire qu'en fait, il sera établi un passeport sanitaire, on pourra l'appeler ce qu'on veut, passe sanitaire avec un QR code, pas de QR code, une application sur téléphone portable ou un papier, peu importe, quelle que soit la façon dont il va se présenter. La finalité est que, munis de ce passeport, les vaccinés, munis de ce passeport, auraient la possibilité de voyager plus facilement. Aujourd'hui, il semblerait que de 14 jours de quatorzaine, ils passent à 7 jours. Il n'en reste pas moins vrai qu'on leur demandera quand même un PCR à l'aller, au retour, avec une sérologie. Enfin, c'est encore assez flou. Mais disons que cette pratique ouvre la porte à une différenciation entre les gens qui se seront fait vacciner et ceux qui ne se seront pas fait vacciner. Alors, quelle est la problématique de ce type de procédé ? Bon, d'abord, c'est un procédé de contrôle que nous réfutons parce qu'une société de contrôle et de contrôle hygiéniste, c'est la porte ouverte à énormément de dérives. Aujourd'hui, on nous parle des vaccinés qui seraient sur ce passeport sanitaire. Rien ne nous indique que demain, hormis le vaccin, n'apparaîtront pas aussi toutes les caractéristiques sanitaires de la personne. Est-ce que vous êtes diabétique ? Est-ce que vous êtes cardiaque ? Est-ce que vous avez d'autres pathologies ? C'est une chose contre laquelle on se bat depuis longtemps
dans les pays occidentaux, justement pour qu'il n'y ait aucune possibilité pour qui que ce soit de connaître votre vie sanitaire et votre vie, les pathologies si vous en avez. Ça s'appelle le secret médical, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, personne, mis à part votre médecin, n'a accès à ce que vous portez comme maladie. Donc ce pass sanitaire, c'est la porte ouverte à la divulgation de toutes vos pathologies, de qui vous êtes sanitairement. Je vous laisse imaginer les dérives possibles. Donc, il semblerait quand même que, de par la loi qui vient d'être votée, enfin du moins qui est présentée au Congrès, cette avancée, ce pass sanitaire soit déjà très avancé en Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce qu'on sera là aussi un test avant la métropole, ou est-ce qu'on va servir justement pour voir comment ça fonctionne? Mais aujourd'hui, cette introduction de cette notion de passe sanitaire, quelles qu'en soient les raisons. Alors on va évoquer le fait que ailleurs, ou pour aller dans certains pays, genre par exemple pour la fièvre jaune, il vous faut une attestation comme quoi vous êtes bien vacciné de la fièvre jaune. Oui, c'est la fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est mortel, à tous les coups. Et puis moi, si je veux pas aller me faire vacciner contre la fièvre jaune, je ne vais pas dans les pays qui me demandent d'être vacciné contre la fièvre jaune. Aujourd'hui, j'habite en Nouvelle-Calédonie. Donc hier soir, nous avons assisté à une conférence où M. Kader Saïdi a exposé ce qu'il expose au gouvernement et pourquoi il estime que le pass sanitaire, c'est la seule voie possible pour préserver la Calédonie d'une invasion du méchant Covid. Donc, M. Kader Saïdi nous explique qu'en fait, une fois qu'il y aura une vaccination massive de la population, on pourra se balader avec ce passeport. Je lui ai donc posé la question, qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Puisque je ne veux pas me faire vacciner, parce que c'est mon choix, et puis je ne serai pas la seule. On a la liberté vaccinale aujourd'hui. Il me semble bien que cette vaccination n'a rien d'obligatoire. Donc je ne veux pas, d'autres personnes que moi ne voudront pas. Qu'est-ce que nous allons devenir si pour entrer en Nouvelle-Calédonie et pour sortir de Nouvelle-Calédonie, et je vous répète que c'est dans un premier temps, qu'il se passera d'autres choses après, qu'est-ce qui va se passer ? Je n'aurai pas le droit de sortir de Nouvelle-Calédonie, je n'aurai pas le droit d'y rentrer si je ne possède pas ce petit sésame, tout simplement parce que j'ai exercé mon droit à être vacciné ou pas. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose dont on doit discuter et surtout dont les citoyens de ce pays doivent s'emparer pour donner leur avis et pour discuter de l'établissement ou non de ce pass sanitaire. Vraiment. Ok, merci pour ces précisions. Donc du coup, si je comprends bien, si on résume pour les auditeurs, je vais faire celle qui résume pour qu'on comprenne facilement certaines choses. C'est que la validation d'avoir un vaccin de Covid, donc ici celui qui est accessible en Nouvelle-Calédonie, c'est le Pfizer. Ensuite, ce serait la validation d'un test PCR avant de partir du pays où les personnes seraient pour arriver en Nouvelle-Calédonie. Un test PCR encore à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie et une sérologie aussi, donc c'est-à-dire une prise de sang qui permettrait de mettre en évidence notre système immunitaire est prêt à se défendre face à cette maladie. Alors, bien sûr, j'ai 2 pharmaciennes autour de moi, alors j'ai plutôt pas intérêt de dire de bêtises à ce niveau-là. Donc, j'ai ces 4 yeux qui me regardent. Heureusement qu'elles sont là pour valider certaines choses. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, aujourd'hui, je tenais à rappeler par rapport à ces 3 éléments, il y en a 2 parmi ceux-ci, qu'avec Réinfo Covid, on se permet de remettre en doute, puisque ce sont des éléments qui sont remis en doute par une majorité de scientifiques et de médecins autour du monde. Donc souvent, ce qui nous est aussi avancé par les personnes qui souhaitent ouvrir le débat avec nous, c'est qu'il existe ce qu'on appelle un consensus scientifique. Aujourd'hui, le consensus scientifique qui dirait un petit peu, alors le consensus scientifique, c'est un mot que peut-être on ne comprend pas tous, mais en tout cas, ça veut dire que parce que la majorité de personnes pensent ceci, on établit que ceci est la juste chose à établir ou à utiliser. Donc on retrouve ça dans le point de vue médical, mais pas que, on retrouve ça dans pas mal de choses, que ce soit au niveau de l'économie ou de développement durable ou d'autres choses. Alors le consensus scientifique aujourd'hui sur un des éléments qui établirait ce passeport vaccinal ou ce pass sanitaire pour se déplacer librement, que ce soit au niveau interne du territoire ou au niveau de l'aéroport, c'est le test PCR. Ce test PCR, aujourd'hui, il pose réellement beaucoup de questions. On a un monsieur qui s'appelle Frédéric Bonnier, qui a mis en place un test il y a quelques mois,
pour déceler pour déceler le Covid à l'intérieur de notre corps. Ce test, établi comme fiable, est aussi très peu coûteux. C'est un test qui coûterait, au moins au point de vue pacifique, 600 francs pacifiques. Sachant qu'aujourd'hui, les tests PCR, d'après ce que j'ai entendu, et si je me trompe, on m'arrêtera, coûtent aujourd'hui 10 000 francs par personne. Cette personne qui quand même propose des découvertes d'intérêt public, sa vidéo est accessible, ses interviews sont accessibles sur Internet, malheureusement, il subit énormément de pression. Et ce que j'ai appris là avant de venir aujourd'hui, c'est que l'armée française avait commandé à ce monsieur, donc qui est Frédéric Beugnier, pour ceux que ça intéresse, l'armée française avait commandé un grand nombre de tests auprès de ce monsieur. Et quelque temps avant la livraison de ces tests, le gouvernement a demandé un arrêt, une annulation de cette commande. Donc on est en droit de se demander pourquoi une personne qui aujourd'hui propose quelque chose qui serait d'un intérêt public, qui permettrait de faire des économies considérables, qui sont quand même de l'argent qui viendrait des contribuables quand même, donc c'est-à-dire vous, moi, ceux qui travaillons. Donc on se demande pourquoi une personne qui établit quelque chose d'aussi accessible et en plus qui donnerait un résultat immédiat, parce que c'est l'avantage aussi du test de Frédéric Beugnier, c'est que son résultat est quasi instantané. Donc il ne suffirait pas d'attendre plusieurs heures, plusieurs jours pour savoir si la personne est infectée au Covid. Donc ça c'est une chose qu'on permet de se poser en question, et on invite les gens à se renseigner sur ce test PCR et à se renseigner sur ces autres tests accessibles. La deuxième chose qu'on se permet de poser en interrogation par rapport à ce test PCR, c'est justement la méthodologie d'utilisation du PCR. Donc, ce n'est pas ma spécialité, mais je me renseigne. Je suis une citoyenne très investie qui se rend compte que la société dans laquelle elle évolue est en train de changer complètement, et où chaque citoyen est appelé à un petit peu, excusez-moi, je vais être un peu peut-être dur avec certains, à se bouger les fesses, à se réveiller un petit peu sur sa capacité de s'investir sur les politiques gouvernementales qui sont en train d'être imposées à nous aujourd'hui en tant qu'adultes, mais concrètement à l'avenir de nos enfants et aux sociétés qui arrivent derrière. Donc l'une des deuxièmes choses sur lesquelles on remet un petit peu en cause aujourd'hui nos tests PCR utilisés, c'est leur fiabilité par rapport à leur méthodologie. C'est-à-dire qu'on va nous rentrer un grand écouvillon là, dans le nez, pour aller chercher loin. Tout le monde a déjà vu ça à la télé, à quoi ça ressemblait, un petit peu la position qu'il faut prendre avec la tête en arrière et tout ça. On sait très bien aujourd'hui que ce test PCR a une fiabilité s'il est utilisé avec un nombre de cycles d'amplification inférieur à 30. Or, ici en Nouvelle-Calédonie et dans pas mal d'endroits du monde, on sait qu'il est utilisé bien au-delà que ces 30 cycles. Et il y a quelques personnes qui se sont, entre guillemets, amusées, si on peut prendre un peu tout ça comme un grand jeu, parce qu'il va falloir à un moment donné mettre un peu de la légèreté dans tout ce qu'on est en train de vivre. Et bien, on s'est rendu compte que si on augmentait ce cycle au-delà de 35 cycles d'amplification, et ben on pouvait peut-être trouver dans de la papaye du Covid. Tout simplement, en tout cas du virus de la Covid. Donc ça nous pose un petit peu de questions. En Nouvelle-Calédonie, on a entendu que le nombre du cycle d'amplification de ces tests PCR était de 45. Voilà, donc on pose cette petite question-là à ceux qui nous entendraient, et aussi aux citoyens de vous renseigner par rapport à ça. Et aussi, l'autre chose qui pose question par rapport à ce test PCR, c'est la manière dont il va être réalisé par les intervenants qui le font. Il y aurait des risques, si la méthodologie n'est pas respectée scrupuleusement, comment on va dire, de créer une fissure de la barrière hémato-encéphalique. Attends, je vais intervenir. Voilà. Donc, je vais demander à Brigitte qu'elle donne un peu plus de précision plus facilement sur celle-ci. Donc, je vais très très vite vous expliquer ce qui se passe. C'est qu'en fait, effectivement, lorsque ce test est réalisé de manière très bien réalisé, quand les gens sont très bien formés pour le faire, il ne semblerait pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Mais malheureusement, si on fait appel à des gens qui ne sont pas très bien formés, il y aura des gens qui diront que c'est pas vrai, mais je tiens à préciser qu'il existe, alors c'est une question d'anatomie, ce qu'on appelle la plaque cribriforme, qui est à l'arrière du nez,
et qui est protégée, enfin qui se retrouve avec juste avant elle la barrière hémato-encéphalique, que si le test est mal réalisé, on pourrait avoir une fissure de cette barrière hémato-encéphalique et avec une atteinte cérébrale. Il semblerait, maintenant je mets ça sous conditionnel parce que c'est des informations qui arrivent au fur et à mesure, que le taux de méningite soit en train d'exploser et beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques, beaucoup de médecins se posent la question de savoir si ça aurait un lien avec la quantité astronomique de tests PCR qui sont réalisés en France en particulier. Je tiens aussi à préciser une chose, c'est que les personnes qui diront que ça n'est pas possible d'atteindre le cerveau de cette manière-là se trompent amplement, puisqu'il existe déjà depuis de nombreuses années des laboratoires qui font des essais sur la distribution médicamenteuse par cette voie d'administration directement au niveau du cerveau, c'est-à-dire en allant déposer des substances médicamenteuses au niveau de cette plaque cribriforme, puisqu'il y a des trous qui rentrent ensuite au niveau du cerveau. C'est une plaque qui est toute criblée, toute trouée, et quand on dépose des substances médicamenteuses, elles vont directement sur la dure mère, qui est une membrane qui entoure le cerveau. Donc en fait, c'est quelque chose qui existe. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui aux gens qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et les tests PCR sont remis aussi en question. Donc si pour avoir accès à un pass vaccinal, un pass sanitaire, on doit subir plusieurs tests de cet ordre, citoyens, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous sommes prêts à subir cela aussi ? Merci pour toutes ces belles précisions qui étaient beaucoup plus claires de ta part. Et donc, dans un des éléments aussi qu'on retrouve dans l'établissement de cette politique, il y a le vaccin. Donc, on est déjà beaucoup intervenu sur le vaccin. On ne va pas revenir dessus aujourd'hui, mais il y a quand même un grand doute auprès de la fiabilité de ce vaccin pour les populations qui ne sont pas ces personnes très âgées, qui sont susceptibles de provoquer une forme grave et donc susceptibles d'en mourir dans le temps. Donc on vous invite vraiment à écouter ce qui a été dit précédemment. Mais en tout cas, il nous semble encore une fois presque de l'ordre de la folie aujourd'hui d'inviter massivement des personnes qui ne sont pas dans cette population à risque de provoquer une forme grave, de se faire inoculer ces substances qui sont aujourd'hui des substances expérimentales, qu'on le veuille ou non, qu'on nous agresse ou non sur ces points-là. Aujourd'hui, ce n'est qu'en juillet 2021 et en janvier 2023 qu'on aura la confirmation de ce bénéfice-risque que ce vaccin pourrait apporter pour les autres populations que les personnes très âgées et qui ont des comorbidités. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Là, par exemple, on peut prendre l'exemple des Seychelles qui est remonté un petit peu il y a quelques jours, où on est face à une population qui a été massivement vaccinée. Et aujourd'hui, les Seychelles sont en train de subir un taux de contamination jamais enregistré en ce qui concerne la Covid. Donc Brigitte va vous donner 2-3 précisions. Alors sur ce sujet, effectivement, qui nous ramène toujours au pass sanitaire et à la vaccination quasiment obligatoire s'il était mis en place, et donc un appel massif à ce que nous fassions vacciner. Aujourd'hui, les Seychelles et les Maldives sont deux populations qui ont été massivement vaccinées, bien plus qu'Israël, dont on donne toujours l'exemple. Ces deux populations, l'une a reçu, les Seychelles, je crois que c'était AstraZeneca et le vaccin chinois, et les Maldives a reçu le Pfizer. Aujourd'hui, ces deux populations voient leur taux de contamination à la Covid remonter de façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des populations vaccinées à 70% à peu près, ou 65% pour l'une et l'autre. Et malgré ce taux de vaccination phénoménal, parce que je pense que c'est l'endroit au monde où il y a eu plus de gens vaccinés, malgré ce taux de vaccination phénoménal, on est en train d'assister à une recrudescence des contaminations par le Covid qui est aussi phénoménale. Donc, alors on va replacer ça dans le cadre de notre population calédonienne, de notre île et de nos îles, puisqu'on parle aussi des îles Loyauté, de toutes les îles qui nous entourent, qui forment notre archipel. On peut se mettre aussi un peu dans la même situation, c'est-à-dire que demain nous allons atteindre le taux de 70% de vaccination comme le préconise
Monsieur Kader Saïdi, puisque c'est lui qui nous a fait la conférence, et hier soir, il nous avait dit qu'il fallait à peu près 70% de taux de vaccination pour qu'on atteigne une immunité. Donc si on atteint ce taux de 70%, on va se retrouver donc dans la situation des Seychelles et des Maldives. Est-ce qu'on a des risques, nous aussi, de se retrouver avec une contamination au Covid que l'on n'avait jamais vue? Il n'y avait jamais eu aucun mort aux Seychelles avant la vaccination. Je ne sais pas où ils en sont, mais c'était pour situer. Il n'avait pas de cas graves de Covid avec de morts juste avant que la vaccination ne commence. Voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, faisons très attention à ce pass vaccinal qui nous emmène vers une vaccination massive avec des questionnements qui sont toujours les mêmes. Même si aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, sur les formes graves, il semble qu'il ait une certaine efficacité. Mais les formes graves qui atteignent des gens très âgés, est-ce qu'aujourd'hui, vacciner des gens très jeunes, puisqu'on en arrive à la vaccination des enfants, c'est ce qui est en train de pointer le bout de son nez, la vaccination des femmes enceintes, la vaccination des populations jeunes qui ne sont pas à risque ou qui, s'ils attrapaient le Covid, n'en feraient pas des formes graves, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à prendre le risque de vacciner massivement ces populations avec les incertitudes qui sont encore là? La question, elle est posée. Donc c'est pour ça que Réinfo Covid, je tiens à le rappeler, n'est pas anti-vaccin Covid. On se présente comme des prudents. On invite les gens à se renseigner, à reprendre le pouvoir qu'ils ont individuellement sur la décision pour leur propre santé, à s'investir réellement pour quelque chose qui nous concerne, nous encore une fois, mais nos enfants, puisque demain c'est nos enfants qui seront adultes, et d'après ce qu'on entend, d'après les dernières révélations du PDG de Pfizer, c'est qu'il faudrait une 3e injection pour certaines populations où il y a des comorbidités, mais aussi, encore une fois, nous n'avons pas le temps de couverture immunitaire de ce vaccin. Donc on ne sait pas combien de temps à partir du moment où on est immunisé par ce vaccin, pour combien de temps, et on rappelle rapidement qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé, suite à un mémoire, en tout cas, a bien mis en évidence qu'on n'était pas en capacité d'enlever nos masques ou de continuer une vie normale, et je pense que cette vie normale est illusoire aujourd'hui, il va falloir qu'on aille vers du changement, qu'on ne peut pas reprendre une vie normale une fois qu'on est vacciné, on est obligé de garder le masque, on a encore une possibilité d'attraper cette maladie, mais aussi de la transmettre à d'autres. Mon souhait aussi, c'était de faire un petit peu rapidement un petit tour des informations de Réinfo Covid et de où est-ce qu'on en est dans nos interventions, dans les demandes qu'on fait auprès des institutions pour être reçus. Donc on a fait une demande auprès du Congrès il y a déjà un peu plus d'un mois pour être reçus avec un courrier. Toutes les semaines, on est en de bons élèves, on retourne tous les jours au Congrès enfin pas tous les jours, toutes les semaines, on retourne au Congrès pour faire une demande à nouveau pour être reçus. Et nous sommes sûrs que nos médecins, à un moment donné, vont pouvoir être en débat avec des personnes qui s'occupent des politiques sanitaires, tant au niveau médical, donc les médecins, qui influent sur les politiques sanitaires, mais aussi avec nos institutions et les politiques qui décident de prendre des décisions au nom du collectif citoyen et de tous les citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Alors pour un petit peu donner des détails rapidement sur hier soir, il y a eu une conférence à l'université qui avait comme thématique Covid-19, accélérateur de changement. Cette conférence s'appuyait sur les travaux de recherche effectués par Marie-Monique Robin, qui a établi un mémoire, un livre qu'elle appelle « La fabrique des pandémies ». Et dans ses interventions, dans son livre, mais aussi les interventions auxquelles on a eu le droit hier soir lors de cette conférence, qui était très riche, et surtout avec des ouvertures. Ils ont parlé, par exemple, de pourquoi la biodiversité était-elle un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, on sait très bien que l'état de santé de notre environnement va impacter l'état de santé des humains que nous sommes, puisqu'on est sur une terre avec des ressources qui ne sont pas éternelles. Donc forcément, si on épuise, et excusez-moi du terme, et on défonce toutes les ressources qui nous permettent d'être en bonne santé, à long terme, on ne sera plus en bonne santé. Mais ça a parlé aussi de comparaison avec d'autres politiques sanitaires d'autres pays et de l'influence de la crise sanitaire sur les Calédoniens. On a eu la possibilité d'avoir l'intervention d'un médecin qui s'appelle le docteur Dominique Chazal. Donc je vous invite à aller sur notre page Facebook Cultivons l'optimisme.
en Nouvelle-Calédonie. Sur cette page Facebook, vous retrouverez l'intervention du docteur Chazal, si ça vous intéresse d'avoir un regard d'un médecin sur ce que Réinfo Covid avance aussi comme argumentaire. Donc voilà, par rapport à cette conférence, mais aussi on voulait vous tenir au courant que la semaine dernière, Réinfo Covid a été invité par le Sénat, par le Conseil coutumier de Djéou, de l'aire de Djéou, auquel on a répondu favorablement. Donc on s'est déplacé sur l'île la semaine dernière. On a été reçu attentivement par les coutumiers, où l'oreille et l'attention et les questions pertinentes qu'ils nous ont posées nous ont permis encore de pousser nos réflexions en tant que Réinfo Covid et de ce qu'on se permettait d'avancer comme information. Donc on a intervenu auprès d'eux sur une réunion très intéressante. L'après-midi même, il y avait une fête communale qui n'avait pas eu lieu depuis 1 an, où on a pu intervenir aussi auprès de la population. Pendant cette intervention, on a trouvé ça très intéressant que un des médecins libéraux de l'île et un des médecins de la province de l'île soient là aussi pour pouvoir venir contrer nos arguments et pour pouvoir mettre un petit peu de peps dans cette intervention qui a eu lieu auprès des habitants de l'IFOU. Donc ça a été très intéressant. On remercie ces médecins. On remercie vraiment aussi cette crise sanitaire dans laquelle on est, parce qu'elle nous fait prendre conscience de quoi ? Que, en effet, de se débattre autour de data, de débattre sur des études scientifiques de tel laboratoire a dit ça, ou tel cabinet d'analyse a dit ça, ou tel consultant a dit ça. Et puis l'autre en face, il dit oui, mais moi, mon cabinet à moi, il a dit ça. Et telle étude, elle a dit ça. Et en fait, c'est un débat interminable quand on va s'opposer à des chiffres et à des faits scientifiques. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment de nos sociétés d'élever le débat et de montrer un petit peu qu'il est temps de changer notre manière d'être, de consommer et de percevoir notre société pour peut-être pérenniser notre capacité à faire face aux pandémies auxquelles notre humanité va être confrontée dans les années à venir. Mais aussi de maintenir ce lien. Brigitte va aussi dire ce qu'elle en pense par rapport à ça. Mais avant qu'on termine sur ça, pour pouvoir laisser la parole, parce qu'on n'est pas les seuls à intervenir sur des thématiques assez importantes aujourd'hui, même très très importantes, je voulais qu'on revienne tout simplement sur... Oui, la chose sur laquelle Gaëlle voulait revenir, c'est une chose qui est arrivée aussi, on allait oublier, pourtant c'est hyper important. Il y a une pression qui est exercée actuellement sur les employeurs, il va falloir que ça se résolve. Le gouvernement veut faire passer une loi qui obligera un employeur à mettre à un poste non accessible au public ces employés qui ne voudraient pas se faire vacciner. Attends, excuse-moi, je te coupe pour que ça soit clair. Tu peux le redire, mais de façon encore plus claire. Ah ouais, je t'embête, je suis embêtante à André. André, il va me dire, Gaëlle, j'étais pas gentille. Je vais essayer d'être claire. Il y a une loi qui est proposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Tout le monde a pu en prendre connaissance, du moins j'espère que tout le monde en a pris connaissance, qui dit que, puisque en fait la vaccination n'est pas obligatoire, donc on ne peut pas obliger quelqu'un à se faire vacciner, puisqu'on a tous le choix et que c'est justement ce que nous prenons. Laissons le choix aux gens de se vacciner ou de ne pas se vacciner et ne faisons pas de pression sur eux pour qu'ils fassent l'un ou l'autre. Donc en fait le gouvernement pense à proposer une loi qui obligera un employeur à déplacer un employé non vacciné sur un poste qui ne serait pas accessible au public. Alors ça peut effectivement être le cas dans certaines entreprises, mais je tiens à rappeler que des employeurs qui ont 2-3 employés, par exemple, qui sont en contact avec le public, je ne vois pas très bien comment cette loi va pouvoir appliquer et ce que ça va générer dans notre société. Imaginons donc un employeur qui a des employés en contact avec le public et qui demain sera soumis à une amende. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles parce que je trouve ça assez extraordinaire. Un employeur qui n'agirait pas dans ce sens-là prendrait dans un premier temps une amende de 1 million et s'il y a récidive, 5 millions. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, vous allez devoir être obligé de faire vacciner vos salariés ou de les licencier. Puisque s'ils n'acceptent pas de se faire vacciner et qu'ils sont en contact avec le public, vous n'aurez d'autre choix que de les licencier. Donc est-ce qu'on va accéder facilement au licenciement ? C'est-à-dire qu'on va permettre aux entreprises de licencier comme ça, en claquant des doigts, des salariés qui décideraient de ne pas se faire vacciner, puisque l'employeur, je le rappelle, sera soumis à une amende, serait soumis, si cette loi passe, à une amende d'1 million et 5 millions si récidive. Donc,
prenez connaissance de cette loi possible, de ce dépôt de loi, de cette volonté de contourner un peu la vaccination obligatoire pour un salarié en faisant peser le poids de cette non-vaccination sur les employeurs. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais relever parce que moi, je suis employeur et donc je me suis posé beaucoup de questions sur cette loi. Si elle passe, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je ne licencierai pas mes salariés. Donc, tu vas devenir hors la loi. Je vais devenir hors la loi et je vais avoir une amende d'1 million, puis une amende de 5 millions, parce que je veux laisser le choix à des individus, à des êtres humains qui, avant d'être mes employés, sont des êtres humains et ont le droit de choix, de choisir leur destin, de choisir leur santé, de choisir leur vie. Alors moi, je vais venir en tant qu'employeur pour ne pas avoir 1 million ou 5 millions d'amende, les obliger ? Non. Là, moi, j'avoue qu'en tant qu'employeur et en tant qu'être humain, c'est pas une chose que je peux entendre. Donc, puisqu'on parlait d'être humain, je vais faire ma petite conclusion, puis je repasserai la parole à Gaëlle. Aujourd'hui, merci, quelque part, merci cette crise sanitaire, merci ce coronavirus, de nous avoir fait prendre conscience que nous avons beaucoup de choses à mettre en commun. Nous avons la possibilité maintenant de nous retrouver en tant qu'êtres humains, les uns avec les autres. On a voulu nous séparer, c'est l'inverse qui se passe, on se retrouve. Moi, j'ai jamais eu autant de gens autour de moi merveilleux, magnifique énergie et qui ont envie de préserver les gens autour d'eux, leurs enfants, mais pas seulement leurs enfants, tous les gens qui les entourent. Donc aujourd'hui, bien, nous avons cette possibilité. Je pense qu'on est arrivé au bout et aujourd'hui, en tant qu'humains, prenons conscience de cette merveilleuse possibilité qui nous est offerte, de nous retrouver, de nous aimer et de pouvoir refaire un monde dans lequel nous allons pouvoir avoir ce que nous recherchons tous, c'est-à-dire le bonheur d'être ensemble. Voilà, je repasse la parole à Gaëlle. Et pour compléter et finaliser sur ça, c'est de faire valoir nos intelligences collectives. Je sais que certains d'entre vous le savent, j'habite sur la province nord, sur la côte est. Je me retrouve souvent face à des gens qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de dire ce qu'ils pensent, qui ont peur de mettre en avant leurs questions, parce qu'ils estiment, ou parce que peut-être d'une manière ou d'une autre, ils ont cette croyance limitante que leur intelligence n'est pas assez utile à notre société. Et bien, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, peu importe où vous vous trouvez, que ce soit dans un endroit hyper perdu de notre Calédonie ou dans une de nos villes, votre intelligence, votre culture, votre humanité, elle a une valeur. Et si on la met en corrélation, si on la met en collaboration, nous tous ensemble, si on met nos intelligences ensemble, on a une possibilité, j'aime bien ce mot, de magnifier cette capacité individuelle que l'être humain il a, de penser à des nouvelles choses. Parce qu'il va falloir réinventer nos vies, réinventer notre société, réinventer notre humanité, où l'empathie et l'humilité seront les 2 points principaux dont on aura besoin. Avant de passer la parole, je me permets juste de faire un petit point pratique, puisqu'on nous contacte assez régulièrement par rapport à cela, qui est autour de la pharmacovigilance. Rapidement, la pharmacovigilance, ce seraient les effets secondaires auxquels vous feriez face suite à l'administration d'un médicament et aujourd'hui, en ce qui nous concerne, de ce vaccin Covid. Si vous faites face ou vos proches faites face à des effets secondaires, n'hésitez pas à les faire remonter. C'est grâce à vous, c'est grâce aux personnes qui se sont fait vacciner et qui font valoir leurs sentiments et leurs symptômes aussi qu'on va pouvoir permettre de savoir si d'ici quelques années, ces vaccins ils sont plus bénéfiques ou à risque pour nos populations, pour les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés. Donc si vous faites face à des symptômes, quels qu'ils soient, je vous invite à prendre contact avec votre médecin, votre pharmacien, vos sages-femmes, mais aussi vous pouvez le faire directement sur le site du gouvernement. En allant sur Cultivons l'optimisme aussi, nous avons fait une publication à ce niveau-là où vous avez aussi le questionnaire ou le lien pour le faire. Je tombe trop régulièrement au quotidien sur des personnes qui font face à des effets secondaires, mais qui n'osent pas le dire ou qui ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de la déclaration de ces effets secondaires. Et si votre médecin décide pas de le faire, individuellement, vous pouvez prendre aussi la possibilité de le faire ou de contacter des collectifs ou des associations qui sont autour de tout ça. Donc, vive la santé naturelle, vive le vivant, vive la capacité des humains à se mettre en lien pour faire valoir leurs droits inaliénables, leurs droits fondamentaux d'être en vie et de choisir
Et d'être libre de choisir soit d'un vaccin, parce que si c'est ce qui vous met en paix, eh ben soyons en paix les uns avec les autres et individuellement aussi déjà pour construire une société meilleure. Donc que chacun fasse cette vaccination, mais avec une information claire, loyale et appropriée. Et ça, c'est le droit et le devoir de nos médecins et de nos institutions de le faire. Donc je les invite à le faire comme ceci. Et aussi, si vous le souhaitez éventuellement, il y a d'autres thérapeutiques, d'autres possibilités. Et on reviendra sur Jido pour aller plus loin sur les thérapeutiques et les possibilités qui existent dans notre monde aujourd'hui. Gaël, je vous propose de passer à l'actualité, quelque chose qui nous touche et la raison pour laquelle Cathy est là avec nous. Parce que pendant que nous sommes en train de faire de l'information auprès du grand public, pendant ce temps-là, nos élus non responsables n'hésitent pas à faire du n'importe quoi. On va dire de cette manière-là, parce que du n'importe quoi, on vous en signalait un peu au niveau des prudences, au niveau de cette dimension-là. C'est pour cette raison que nous avons invité Cathy. Depuis lundi, elle se bat sur ce front-là pour dire la compétence. À un moment donné, on met des personnes qui sont à la tête de nos instances de gouvernance, des personnes qui sont aptes, qui ont les compétences qu'il faut. Cathy, on te laisse la parole, on te donne un petit quart d'heure pour pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé à travers cette loi Balai qui est passée hier au Congrès. Je remercie donc Radio Gino de me laisser parler. Visiblement, mardi, c'était une journée très importante pour le Congrès, parce qu'il y a eu votre histoire à vous. Et moi, je suis venue donc mardi matin ici pour parler de la pharmacienne inspectrice qui est à la DAS, qui n'a pas le diplôme et qui se permet d'avoir des actions de contrôle et d'inspection sans avoir le diplôme. Et l'après-midi, toujours au Congrès, il y a eu une modification de la délibération pour les pharmaciens inspecteurs, c'est-à-dire que normalement, on doit être pharmacien inspecteur, c'est-à-dire qu'on fait l'école de concours national et ensuite l'école de Rennes. Ils ont décidé de changer cette délibération en disant que c'était trop restrictif et donner en plus un exemple, j'en parlerai plus tard, qui n'est pas valable à mon avis. Donc premièrement, ce changement de délibération, premier point, c'est que si on est obligé de faire cette délibération pour que la pharmacienne inspectrice soit légitime, c'est qu'avant, elle n'était pas légitime, et c'est donc qu'avant, elle n'avait pas le diplôme et qu'elle n'avait pas le droit d'exercer. Le deuxième point, c'est qu'avant le 4 mai, donc elle n'était pas légitime, donc tout ce qu'elle a fait depuis 4 ans, je crois, 2016-2017, donc tout ce qui touche la pharmacie, les laboratoires, les médicaments, tout ce qui est création de laboratoires, création de pharmacie, les inspections, et tout ça, c'est totalement illégal. Ils l'ont avoué, ils l'ont carrément dit. Ensuite, moi j'ai appelé donc, parce qu'après j'ai écouté la séance au niveau du Congrès, ça dure 10 minutes. C'est vraiment ce que j'appelle un tissu de mensonges. La directrice de la DAS qui commence à dire qu'il ne faut pas être pharmacien inspecteur, qu'on a des modules et que si on donne des missions d'inspection à un pharmacien, on peut être pharmacien inspecteur. Donc moi, j'ai écrit à l'école de Rennes, j'ai relaté ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, j'ai relaté ce qu'on a dit au niveau du Congrès, et ils ont un petit peu halluciné quand même, parce qu'en fait ils m'ont répondu qu'en fait là j'ai la réponse sous les yeux, c'est que je peux vous indiquer que les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont formés durant une année de stage à l'école de Rennes, et après avoir réussi un concours auquel ne peuvent s'inscrire que des pharmaciens diplômés ou des internes, c'est-à-dire après la pharmacie on peut passer un internat, prendre la santé publique et après passer encore le concours et être pharmacien inspecteur. Les modules qui donnent la possibilité d'être pharmacien inspecteur, ça n'existe pas. Il y a des modules, c'est un grand mot pour dire qu'en fait c'est des stages de formation. Donc c'est des modules, les pharmaciens inspecteurs vont faire une formation continue après. Il y a, je crois, un module de formation pour passer le concours, donc peut-être que c'est ça, je n'en sais rien, mais qu'elle a passé le concours, je ne sais pas. Mais en attendant, des modules qui vous donnent la possibilité d'être pharmacien d'officine avec des modules et être pharmacien inspecteur, c'est pas possible. Et je pense que la directrice de la DAS, parce que dans la nouvelle délibération, elle parle de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, a fait un amalgame pour pouvoir berner les membres du Congrès. C'est-à-dire que l'Agence nationale de sécurité du médicament a pour mission, elle, principale d'évaluer les risques sanitaires présentés par les médicaments
par des produits et tous les produits de santé destinés à l'être humain. Et cette agence du médicament, oui, celle-là, oui, demande à des pharmaciens inspecteurs d'inspecter, demande à des ingénieurs en biologie d'inspecter et à des pharmaciens d'officine d'inspecter. Ils leur donnent des missions pour des médicaments. C'est eux qui ont fait un topo sur le Mediator, sur le générique du Levothyrox qui n'était pas aussi efficace que le Levothyrox, et puis bon, il y a plein de choses. Donc là, ils ont des missions. Mais les missions de l'Agence nationale du médicament n'a rien à voir avec les missions d'un vrai pharmacien inspecteur. Quand on est un vrai, parce que j'ai appris qu'il y avait des faux maintenant, pharmacien inspecteur, il peut créer des laboratoires, il peut enlever des médicaments, il peut inspecter, mais quand on sort de l'Agence nationale des médicaments, on ne peut pas inspecter. Donc, je pense qu'il y a un mélange ou alors je pense que c'est vraiment fait exprès, parce que les membres du Congrès, moi, je ne leur en veux pas, mais cette loi-là ne les a pas franchement intéressés, et donc du coup, ils ont tous. Ça fait un peu vente aux enchères, hein, ça dure 10 minutes, boum, boum, ça passe comme ça, et les gens n'ont pas eu beaucoup de réponses à leurs questions. Après, elle a osé dire qu'il n'y avait pas eu d'inspection pendant l'année 2020-2021. Moi, j'étais acharnée, harcelée par la DAS à ce moment-là. Et j'ai vu dans les Nouvelle-Calédoniennes aussi que les tatoueurs avaient été inspectés, donc il y a eu pas mal d'inspections. Par contre, je pense que le Covid, parce qu'elle disait que c'était débordé par le Covid, elle n'a pas dit le mot Covid, bon, je suppose que c'est ça, elle parlait de la situation actuelle. Et je pense que par contre, ça les a empêchés de faire des procédures contradictoires et des mises en demeure, que je n'ai jamais reçues. Donc moi je trouve que c'est grave, c'est la porte ouverte à tout débordement, c'est-à-dire qu'on fait une délibération balai pour un poste sur mesure à cette personne qui n'est pas diplômée. Donc dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi, puisque dans les professions médicales comme les anapathes, les biologistes, les gynécos, les radiologues qui sont aussi en pénurie pourquoi on ne fait pas une loi balai pour eux aussi? Enfin, c'est pas une loi, excusez-moi, c'est une délibération. Donc, c'est aussi une honte vis-à-vis des gens qui ont fait des études, qui ont passé des concours, qui ont fait l'école de Rennes, ceux qui ont fait l'internat. Et là, sans rien, elle se retrouve pharmacien, inspecteur. Elle a 6 ans d'études et elle va inspecter des biologistes. Les pharmaciens en ont 10 et les médecins en ont 12. Sans diplôme, sans diplôme. Donc, je trouve que... moi, je sais pas, je trouve que pour nos enfants... je parlais l'autre jour de M. Gaïa, c'est un peu mon coup de cœur, là, qui disait qu'il fallait que les jeunes, au lieu de faire des bêtises, prennent leur stylo et relèvent le défi des études. Quand on voit ça, est-ce que ça va les motiver ? Je me pose la question. Moi, j'ai 4 enfants. Il y en a une qui est revenue avec 2 masters. On lui a demandé ses diplômes pour avoir le poste. Les autres, je travaille, c'est ma motivation première de mon travail pour qu'ils fassent des études. Mais est-ce qu'ils seront motivés, sachant que peut-être, quand ils vont revenir, ils auront des diplômes et qu'ils n'auront pas de place ? Donc voilà, donc nous allons une délibération, c'est attaquable, donc on ne va pas la laisser dans cet état-là. Moi, j'aimerais bien, hein, je profite de l'antenne pour demander à M. Roch Wambitan et aux membres du Congrès peut-être de nous recevoir. J'ai tous les documents, j'ai les lois avec moi. En discuter parce qu'ils ont été bernés, ils ont été trompés. C'était 10 minutes intenses de mensonges et voilà. Et puis, on va alerter aussi les syndicats. C'est prévu pour la semaine prochaine. Voilà, Cathy, on a ouvert ce micro-là pour pouvoir relayer effectivement quelque chose qui est assez anormal. Pour nous, ouais. On était très, très sensibles à du moins, quelque chose quand on fait passer ça, quand on entend. Donc, on avait questionné un élu qui était passé ici pour dire est-ce que c'est une information qui est vérifiée, qui est valable. Donc, je ne sais pas si le contact a été établi avec, j'ai son numéro, avec le responsable de Génération NC. Mais effectivement, nous n'allons pas, et c'est la consigne qu'on a laissée aux uns aux autres, on ne vous laissera pas tout seul, parce qu'il s'agit de quelque chose d'important, des réactions de la part de Gaël et puis de Brigitte sur cette information-là avant qu'on puisse clôturer. Moi, ça rejoindrait quand même la conclusion un petit peu de madame. C'est qu'aujourd'hui, on a des politiques
qui font le devoir comme ils le font aujourd'hui, leur devoir comme ils le font aujourd'hui. Mais on se rend compte qu'en tant que politicien, on ne peut pas être spécialisé dans chaque domaine. On ne peut pas être spécialisé dans la santé, on ne peut pas être spécialisé dans l'économie, dans les finances, dans la gestion de masse, etc., de pas mal de choses qui se passent. Et puis aujourd'hui, ça s'intensifie. Il y a de plus en plus de sujets que nos politiciens doivent gérer. Donc je les invite vraiment à peut-être se rendre compte que peut-être dans les spécialistes qui viennent leur faire des expositions et de leur donner des informations pour des lois, pour des mémoires, pour des établissements qui vont après impacter l'ensemble d'une population, on les invite vraiment à peut-être prendre le temps aussi, eux, de se renseigner, et si c'est pas de se renseigner, à oser recevoir aussi les contre-avis. Et avant de mettre des étiquettes, je sais que nous, Réinfo Covid, on prend beaucoup d'étiquettes, mais on les assume, on les prend avec joie et avec sourire. Mais oui. Moi, je reçois plein de messages. On m'appelle, on m'a écrit, on m'a soutenu. Je pensais pas que j'allais recevoir autant de messages. Et puis alors. Qui me donne du bon au cœur. Quoi. Exactement. Ça fait plaisir de recevoir ça. Quoi. C'est vrai que Réinfo, c'est ce qu'on a eu aussi grâce à nos premières interventions, en fait, au quotidien. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ça montre à quel point, lorsque on se cantonne à n'être informé que par certaines personnes, sans écouter celles qui ont autre chose à dire, ça peut très vite être très limitant. Cette affaire est assez symptomatique. Moi, ça m'ennuie beaucoup que la population calédonienne n'ait pas accès aux mêmes droits que l'ensemble du territoire métropolitain, parce que si effectivement il faut, en tant qu'un pharmacien inspecteur, être passé par l'école de Rennes, je sais, j'avais voulu le faire, puis en fait je ne l'avais pas fait moi-même. Tu peux postuler maintenant. Voilà. S'il faut passer par l'école de Rennes, ça a eu une importance parce qu'en fait il y a une formation particulière pour les pharmaciens inspecteurs. C'est quelque chose de très spécifique que moi personnellement, en tant que pharmacien d'officine, je ne pourrais pas assumer. Je n'ai pas les compétences je n'aurais pas les compétences peut-être pour influer, ou du moins j'aimerais n'être qu'une voix pour influer sur une politique complète de la santé d'un pays. Donc cette école de Rennes sert à ça. Cette école de Rennes prépare la personne à être dans le poste qu'elle occupe. Donc en Nouvelle-Calédonie, on devrait avoir accès à la même chose et avoir les mêmes personnes au même poste. Mais l'école de Rennes, donc, m'a répondu qu'il fallait être pharmacien-inspecteur. Et en parallèle, ce qui m'a fait de sourire quand j'ai reçu ça, c'est hier soir, ils m'ont envoyé un mail avec les modalités d'inscription et les modalités du concours pour que la pharmacienne qui est en place passe le concours. Pour eux, il n'y a que cette solution-là pour qu'elle soit vraiment pharmacien-inspecteur. Il n'y a pas d'autre solution. Point. Donc on nous raconte qu'il faut des modules. Non, mais ces modules, c'est rien, quoi. Voilà. Donc il faut écouter. Donc on est encore face à ce besoin de plus de transparence. Voilà. C'est ça, de plus de transparence et peut-être de plus de mise en lien. En tout cas, moi, c'est ça que ça me fait voir. Plus de mise en lien entre les populations, les citoyens et les décideurs. À quel moment on décide de tirer les savates, d'enlever le costard, de tirer le chapeau et de venir s'asseoir tous ensemble autour d'une natte ou autour d'une table, mais en tant que citoyen, voilà. Et de réouvrir ce débat démocratique que nous on réclame depuis déjà 2 mois, puisque depuis 2 mois que nous intervenons, c'est quand même une de nos demandes systématiques. Réouvrons le débat scientifique et démocratique. Et effectivement, si nos hommes politiques, si nos décideurs politiques se mettent dans une tour d'ivoire et n'écoutent qu'un seul type d'information, nous, la population, nous, les citoyens de ce pays, devons leur rappeler qu'ils ont aussi notre avis et notre voix à entendre. Oui, mais c'est qu'une seule information. Et en plus, je te dis que les 10 minutes au niveau de la séance du congrès, c'est mémorable en qualité de mensonge. Je l'ai enregistré pour sauvegarder et tout. Donc en gros, citoyens debout, reprenez vos droits, reprenez vos qualités d'humain. Voilà, on n'est pas sur terre que pour manger, sortir, comme j'aime dire des fois, excusez-moi, mais faire pipi, caca, aller dormir et recommencer le lendemain. On est des citoyens, on a des droits, mais on a surtout des devoirs de s'investir les uns pour les autres. Et là, aujourd'hui, franchement, au niveau de l'humanité, il y a de quoi faire. On a du boulot. On ne sera pas au chômage à la fin de notre vie, les citoyens. Allons-y. Cathy, Brigitte et Gaëlle, merci beaucoup. Un dernier mot pour chacune, et puis après, on rend l'antenne. Merci. Qui veut commencer ? Mais moi, je pousse à tous nos jeunes à faire quand même des études, parce que c'est important. Et puis, comment on ne tire pas la santé vers le bas et que bientôt, on se fasse opérer des sinus par un médecin généraliste.
Merci Voilà. Cathy. Ben, écoutez, moi je vais dire, je vais faire un grand bonjour, un grand au revoir, un grand je vous aime à toute la population calédonienne. Merci Brigitte. Ah, ces messages d'amour, c'est beau l'amour. Ça paraît utopiste et bisounours, mais moi franchement, je sais qu'aujourd'hui pour l'utiliser dans certains soins, ça reste un ingrédient important. Du coup, pour moi, le mot de la fin, ce sera celui que Gandhi aimait bien dire. Sois le changement que tu souhaites dans ce monde. Si tu penses que ce monde, il part dans tous les sens et qu'il n'a pas de conscience et de cohérence, peut-être c'est qu'individuellement, il faut qu'on reprenne un peu de contact avec notre conscience et notre cohérence intérieure et notre paix intérieure. Gaëlle, Brigitte et Cathy, merci beaucoup. Et puis on vous souhaite un bon week-end. Merci. Merci.